Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aline Amorgossi, je suis chargée de projet à la NAP. Et aujourd'hui, avec mon collègue Philippe Gérard de Maton, nous vous proposons d'illustrer quelques exemples d'utilisation des indicateurs issus du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social. Et on va mettre davantage l'accent sur une méthode qui aide à organiser, le travail d'analyse des indicateurs. C'est une méthode qui aide à organiser, et à prioriser certains indicateurs en fonction de thématiques, des gestions qui nous intéressent. Et on a appelé ça, on a appelé cette méthode, des matrices des gestions. Juste une petite précision, les matrices des gestions, c'est, issu d'un travail exploratoire qui a eu lieu en 2019. C'est un travail qui a été fait, c'est le résultat d'un travail fait, par des utilisateurs du tableau de bord et ça va faire un peu, l'objet de la présentation, d'aujourd'hui. En ce qui concerne la méthode, comment on va s'organiser, un petit rappel quand même de ce que c'est le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, le contexte et la philosophie, sa philosophie de construction. Puis on va aller vers la description de ce qu'on appelle les matrices de gestion et pour cela, on va s'appuyer sur un cas pratique ou cas démonstratif et ensuite, à la fin, on va vous donner, quelques idées d'inspiration, d'usage actuel et des perspectives en lien avec l'usage, du tableau de bord. En termes de contexte, comme ça a été déjà bien, dit au tout début, le tableau de bord de la performance, c'est une mine d'informations. Il est essentiel de le rappeler que c'est quand même la première plateforme commune d'échange et de diffusion d'informations entre les établissements et services médico-sociaux concernés, les organismes gestionnaires, les ARS et les conseils, départementaux. Il a été, conçu ou construit, autour de 4 axes. Ces informations, décrivent l'activité de l'établissement, les prestations des soins et d'accompagnement, l'état des ressources humaines, les finances et budget. Et puis il y a un 4e axe où on s'intéresse davantage au système d'information de l'établissement et à la maturité, des établissements dans la démarche de développement durable. Ces deux éléments, qui décrivent en fait l'axe 4 du tableau de bord, ce sont des indicateurs, représentent des indicateurs qui ont été, introduits, l'année dernière parce que, j'ai vu dans certains commentaires, il y a des indicateurs qui évoluent et effectivement, c'était une partie qui a évolué parce que, le secteur a évolué aussi, sur ces points. Donc un des enjeux du tableau de bord, c'est de correspondre au mieux, avec les indicateurs qu'ils proposent, aux enjeux, du secteur, chaque année. À part ces informations, on peut y retrouver des informations sur l'identification de la structure, le fonctionnement, les prestations, les ressources, l'évaluation, les partenariats, la contractualisation. Tout cela, ça se communique, ça se partage sur cette plateforme et ça aide à l'amélioration de la connaissance de l'offre sur le territoire, qu'il s'agit au niveau départemental, régional ou national. Ça contribue aussi au dialogue de gestion, comme, ça a été précisé tout à l'heure. Ça contribue aussi au pilotage interne et ce tableau de bord a aussi une fonctionnalité très intéressante pour les utilisateurs, c'est de pouvoir se comparer. Comme je disais, dans la philosophie du tableau de bord, il est important de retenir le fait qu'il y a quand même une quarantaine d'indicateurs qu'il faut saisir chaque année, mais il y a quand même aussi des données de caractérisation qui sont reprises d'une année sur l'autre. Donc
Chaque année, il faudrait quand même vérifier, même si les données sont reprises d'une année sur l'autre, c'est intéressant de vérifier, ces données parce qu'elles peuvent être, intéressantes dans la prise en compte des analyses et des usages, des indicateurs et les décisions qui sont prises, par ailleurs. Les informations qui sont dans le tableau de bord, ils répondent aux questions clés que tout gestionnaire se pose. Donc, quand vous allez regarder sur la plateforme, vous allez voir qu'à chaque fois, pour chaque indicateur, il y a une question clé, qui est définie, et présentée. Par exemple, si on prend, sur l'axe ressources humaines, pour, les indicateurs de dialogue comme le taux de personnel occupant une fonction de gestion d'équipe de management ou l'indicateur de gestion répartition du personnel par fonction, on va voir qu'il y a une question, à laquelle ils répondent ces indicateurs, c'est: «Est-ce que l'organisation, et de la structure, elle est structurée et stable. Donc, heu, il y a 13 ou 14 questions, que se pose tout, gestionnaire et qui, en fait, déterminent la structure du tableau de bord et qui peut vous aider par la suite de mieux comprendre, les indicateurs, notamment les croisements de tous ces types, d'indicateurs et de mieux comprendre aussi les restitutions. Ces restitutions, ils permettent d'avoir une vision globale de l'activité à un instant T, mais aussi son évolution. Donc chaque année, vous pouvez voir dans quelle mesure ça a évolué ou pas cet indicateur. Ça permet aussi d'avoir des analyses comparatives et de vérifier les situations et objectiver certaines décisions que vous prenez en tant que gestionnaire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un cas pratique, à partir de cette méthode, d'analyse, qui aide à organiser un peu les idées, quand on est gestionnaire et on est confronté, au tableau de bord et ça sera le cas pratique, d'un EHPAD et l'enjeu sera, pour Igor qui est responsable RH, au sein d'un organisme gestionnaire, c'est de, faire un diagnostic de la situation organisationnelle d'un EHPAD qui apparemment a rencontré quelques difficultés, il y a quelques années. Donc, Igor, en tant que responsable RH, il va essayer de répondre à la demande de son directeur en s'appuyant sur, les indicateurs du tableau de bord. Pour cela, il va faire une analyse à plat, des données de 2018, collectées en 2019 et éventuellement, il va faire une analyse d'évolution dans le temps. Cette analyse, elle va porter sur 3 éléments ou 3 dimensions: la disponibilité des ressources, la dynamique de l'équipe et le dynamisme managérial. Igor, il se rappelle qu'il peut s'appuyer sur, la publication de perspectives d'usage du tableau de bord, de la performance dans le secteur médico-social qui est apparu en 2020 et qui, dans ses annexes, elle fait référence à ce qu'on appelle les matrices et notamment, la matrice 2 qui peut lui être très utile. C'est la matrice, sur la santé organisationnelle de l'établissement. Ça va lui permettre effectivement de faire ce diagnostic RH, au sein de son établissement. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est, pour de vrai une matrice, des gestions? L'idée de la matrice des gestions est apparue, au sein du groupe de travail qui a travaillé à la conception, de cette méthode, en se disant que souvent, comme le tableau de bord, comme je disais, c'est une mine d'informations, il est difficile de s'orienter et de trouver les bons indicateurs très rapidement pour faire une analyse rapide et efficace de la situation d'un établissement. Et donc pour cela, il serait bien d'avoir, une méthode qui guiderait, un gestionnaire, quand il veut faire cette, rapide analyse et objectiver peut-être des hypothèses qu'il sait ou des situations qu'il connaît déjà sur son établissement. Donc notre pari était de se dire que pour avoir une vue globale de la situation d'un établissement, il suffit de regarder rapidement, la situation de l'établissement en partant de 3 thématiques de gestion: la santé financière, la santé organisationnelle et la capacité à gérer l'activité. Pour chacune de ces 3 thématiques,
on s'était dit qu'on peut, l'analyser, en partant de 3 dimensions. Par exemple, pour la santé financière de l'établissement, il suffit de regarder, l'état de l'exploitation, l'endettement, l'investissement et de se rendre compte un peu de la situation, sur ce point. Pour la santé organisationnelle de l'établissement, il suffit de regarder la disponibilité de ressources, le dynamisme d'équipe et le dynamisme managérial pour se rendre compte de la situation sur ce point. Et pour en ce qui concerne l'activité, il suffit de regarder, l'utilisation, c'est-à-dire l'activité, le taux d'occupation, l'adéquation des ressources à l'activité et puis de regarder aussi l'antériorité et la stabilité du parcours, des personnes concernées. Pour chacune de ces, dimensions, ce qui est intéressant, c'est de faire des des croisements d'indicateurs, d'analyser, ces dimensions à partir d'un croisement d'indicateurs, une paire d'indicateurs. Pourquoi? Parce qu'un indicateur tout seul, ça veut rien dire ou très peu et ça permet pas vraiment de faire des analyses. Donc c'est ça la logique qui a été utilisée pour créer ces, matrices, de gestion. Comment cela marche concrètement et en pratique? Pour chacune des matrices, il y a plusieurs étapes en fait pour la construction de ces matrices. Une première étape, on prépare les indicateurs qu'on vient de montrer pour chacune des thématiques ou des mentions. 2e étape, on évalue ces indicateurs, sur chaque croisement par rapport aux médianes qui existent dans le tableau de bord ou au seuil de référence communément admis. On reviendra un peu sur ça plus tard si vous voulez. 3e étape, on obtient la cartographie de la situation. Il s'agit d'une combinaison des 3 chiffres et là encore, je vais vous montrer, qu'est-ce que ça veut dire cette combinaison tout à l'heure. Ensuite, on compare ce résultat, en regardant ce qui se passe dans d'autres établissements, pour voir aussi si ça correspond à des combinaisons, fréquentes et dans un dernier temps, on analyse ce résultat, en en faisant une description de la situation et puis en essayant de trouver des pistes d'action et c'est là où on peut, heu, faire appel à d'autres indicateurs qui existent dans le tableau de bord, mais pas que, pour aller encore plus loin. Donc c'est en termes de méthode, on va dire, c'est assez simple et classique pour la gestion de projet, on va dire. Il y a une étape de préparation, puis une étape de diagnostic et puis on analyse. Voilà rapidement, comment, ça marche. Heu, mais concrètement, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire la cartographie, de la situation? Je vais prendre l'exemple de la matrice. Ici, on a la matrice de la situation organisationnelle. Vous voyez les croisements d'indicateurs pour chaque, dimension, on va dire, qui caractérise la situation organisationnelle et on se dit que pour chaque croisement, d'indicateurs, on peut avoir différentes situations ou différents scénarios en fait. Un scénario, favorable où les 2 indicateurs que vous voyez, par exemple, le taux d'absentéisme et le taux de TP vacant, ils ont des scores, on va dire des niveaux, favorables par rapport à des seuils ou à des médianes. Un scénario intermédiaire où un des indicateurs n'est pas favorable par rapport à des médianes ou des seuils qui existent dans le tableau de bord et un scénario, complexe où les 2 indicateurs, ne sont les 2 ne sont pas à des niveaux favorables par rapport à des médianes. Tout cela permet, d'aboutir à une cartographie. Par exemple, si sur la disponibilité des ressources, je suis dans un scénario 1, sur la dynamique de l'équipe, je suis dans un scénario 3 et sur le dynamisme managérial, je suis dans un scénario 2, ça me permet d'avoir une combinaison en 3-2, ce qui veut dire pour l'établissement que, la situation n'est pas vraiment, très favorable, mais il n'est pas, complexe non plus et qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut regarder plus attentivement parce que peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer
Et ce quelque chose à améliorer, ça peut être soit sur la partie dynamisme d'équipe, ou soit sur la partie, dynamisme managérial parce qu'ici, on est un peu intermédiaire. Heu, donc voilà sur la cartographie un peu sur la partie pratique ou de compréhension sur la gestion. Maintenant, je vous propose de revenir sur le cas de Igor, hem qui du coup, en ayant cette matrice, il s'est dit: «Bah, en fait, je vais d'abord faire mon état le diagnostic pour comprendre un peu, l'EHPAD». Donc il a regardé dans le tableau de bord, il a vu que c'est un EHPAD qui accueille des personnes âgées entre 55 et 96 ans, avec un GIR en 6 dont la majorité présente les GIR 2 et 4, qu'il est ouvert, dans les années 70 et qui gère, 83 places en accueil hébergement permanent. Il a tout de suite dans le tableau de bord la possibilité de se comparer et de voir que, par rapport, à la médiane étant de 99 places sur le territoire, il est il est pas loin en fait. Aussi le tableau de bord lui permet de voir, la possibilité, l'information sur le fait, de savoir si les ressources humaines sont gérées, en interne ou en externe. Là, son cas, c'est de se dire qu'il gère les ressources humaines en interne et pour une autre partie, de manière mutualisée avec son OG. Ce qui est intéressant aussi pour Igor, c'est de voir que cet établissement, il a rempli à 100 le tableau de bord. Donc ça veut dire que s'il veut aller plus loin dans ses analyses éventuelles, il est sûr qu'il aura les informations nécessaires, remplies dans le tableau de bord. Donc qu'est-ce qu'il peut faire dans un premier temps, Igor? Il prépare les indicateurs correspondant aux matrices sur un fichier Excel, par exemple, et ensuite, il va aller plus loin, il va aller dans la phase du diagnostic. Dans la phase du diagnostic, dans un premier temps, il va évaluer les indicateurs sur chaque croisement par rapport aux médianes ou aux seuils de référence communément admis. Et ensuite, il va obtenir la cartographie de sa situation. Là, j'ai repris rapidement les valeurs des indicateurs qui intéressent Igor dans sa situation parce qu'il s'intéresse plus spécifiquement à la situation organisationnelle de l'établissement. Et en regardant ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va se rendre compte que pour la disponibilité des ressources, il se trouve son EHPAD, il est dans un scénario 1. Pour le dynamisme de l'équipe, son EHPAD est dans un scénario 2 et pour, le dynamisme managérial, son EHPAD est dans un scénario 3. Donc sa cartographie sera en 2-3. Donc là, tout de suite, il se dit: «Bah, en fait, il y a quelque chose à voir principalement sur le dynamisme managérial et ensuite peut-être, il y a quelque chose à creuser sur le dynamisme, d'équipe dans cet établissement». Ou toujours dans la phase du diagnostic, Igor, il pourrait aller plus loin, pour voir comparer un peu, voir quelle est la situation des ESMS, sur son territoire, même au sein, de son OG et voir si c'est une combinaison fréquente. En ce qui concerne la possibilité de voir si c'est une combinaison fréquente, vous pouvez aller, voir dans la fiche, dans l'annexe matrice qui accompagne la publication perspective d'usage de tableau de bord, où là, on fait un focus sur les, combinaisons les plus fréquentes, en prenant en compte tous les types, de SMS. C'est bien noté. C'est vraiment quelque chose d'assez large, c'est assez vaste, mais ça donne une idée sur les tendances, du secteur. Donc la prochaine phase, du coup, pour Igor, en continuant sur le cas d'Igor, ce sera une phase d'analyse. Là, il a obtenu sa cartographie. Du coup, qu'est-ce qu'il peut dire de son établissement? Les scénarios de son établissement décrit tout d'abord, comme je disais, une disponibilité des ressources humaines.
il y a peu d'absentéisme et il y a des postes et des postes vacants. En revanche, le dynamisme de l'équipe est nuancé, soit par une pyramide d'âge du personnel vers le haut, ce qui était plus le cas de Igor, soit de manière générale, et on peut regarder aussi le taux d'accident de travail ou de maladies professionnelles. En ce qui concerne la santé managériale, c'est là où Igor va, va, va regarder avec plus d'attention parce que le taux d'encadrement du management est bas et la rotation du personnel est élevée dans ce cas-là pour Igor. Qu'est-ce qu'il peut du coup faire? Oui, et en plus, ce que je voulais préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas fréquent. En 2018, 33% des cas de SMS étaient dans d'autres situations, situations qu'on voyait soit 2-2-2, donc situation intermédiaire, soit une situation plutôt favorable sur la disponibilité des ressources, soit une situation plutôt favorable sur la disponibilité des ressources et le dynamisme d'équipe. Donc vous voyez, le cas de cet EHPAD est un peu particulier par rapport à ce qu'on pourrait voir cette année-là pour les autres types d'établissements. Il pourra prendre ça en compte peut-être dans ses analyses en allant encore plus loin avec d'autres indicateurs. Par rapport à sa situation, il y a plusieurs actions qu'il pourrait mettre en place. Soit de recruter des effectifs manquants sur les postes de management, soit améliorer l'attractivité des postes pour contrer au taux élevé de rotation, soit engager des mesures correctrices concernant la pyramide des âges. Ce sont des actions qui pourraient encore aller plus loin s'ils prendraient en compte, qui il pourrait aller encore plus loin dans les analyses s'il prenait en compte d'autres éléments qui sont dans le tableau de bord, le niveau de diplôme, le taux d'encadrement par fonction, le taux de CDD et ainsi de suite. Donc ça permet de d'étayer et de trouver vraiment les bonnes solutions, qui seraient discutées avec son directeur d'organisme gestionnaire. Voilà rapidement en quelques mots, bien évidemment, on pourrait, passer encore plus de temps, là-dessus. On a essayé d'être assez bref, sur cette méthode et je laisse la parole à Philippe pour vous parler, davantage sur vous présenter les usages actuels et les perspectives. Bonjour à tous, Philippe Gérard de Maton, donc je suis chef de projet à l'ANA et j'interviens sur les outils et les sujets data en support au projet. Donc pour terminer cette présentation de l'ANA, je vais vous présenter deux éléments. La première chose, c'est des anciennes publications qui ont été réalisées. Alors, est-ce que j'ai la main? Excusez-moi. Non, je n'ai pas la main sur la présentation. Est-ce que Monique, vous pouvez passer le slide au slide Oui, suivant? parce que moi non plus, j'ai pas la main, Monique. Merci. Excusez-moi. Philippe, je vous redonne la main. Un instant, je vous prie. Donc, ce slide vous présente des publications qui ont été réalisées par le passé, issues du tableau de bord médico-social. On a eu une première publication, je dirais socle, sur les premiers renseignements issus du tableau de bord médico-social, qui est paru en 2018 et qui fait une analyse, je dirais, synthétique de l'ensemble des indicateurs et des données de caractérisation du tableau de bord sur les 4 axes que Kalina vous a présentés tout à l'heure. Et cette publication vous permet de donner un éclairage sur la situation du secteur, les indicateurs, enfin de donner des éléments généraux qu'on peut tirer sur le tableau de bord social. Donc c'est vraiment une publication que je vous invite à
à avoir sous le coude, parce que je pense que quand on veut se lancer dans une étude ou dans une nouvelle thématique ou à approfondir sur certains champs de données, c'est vraiment très utile d'avoir ça devant soi, même si c'est sur une année figée du passé. Je pense que ça donne vraiment des éléments très structurants sur ce qu'on peut faire sur le tableau de bord. Il y a également une autre publication parue l'an passé, de laquelle est issue les matrices de gestion que vous avez présentées à l'INA. Donc, vous pourrez revoir également aussi ces éléments dans cette publication. Cette publication avait pour objectif de brosser, donc d'aller plus loin que les premiers enseignements et de montrer un petit peu d'autres pistes, d'autres choses qu'on pouvait faire avec ces données. Donc, cette publication, elle s'accompagne des monographies et elle présente donc les matrices de gestion. Elle présente des regroupements qui ont été faits, qu'on appelle cluster, je ne sais pas si c'est le bon mot maintenant, mais d'autres regroupements qui ont été faits à partir de ces données en fonction, disons, plus des indicateurs que des catégories qui sont existantes dans le tableau de bord. Et également d'autres types d'usages que nous avons remontés, notamment issus des monographies. Et donc, ça liste vraiment toute une gamme de possibles sur ces données. Je vais passer au slide suivant. Également, nous avons décidé l'an passé de continuer à décrire ce qu'on pouvait faire à partir du tableau de bord médico-social et de toute la richesse qui était à l'intérieur du tableau de bord. Donc, nous avons choisi des thématiques que nous avons tracées et étudiées. Ces thématiques ont donné lieu à des études et à des futures publications qui devraient paraître au premier semestre de cette nouvelle année. Une première étude qui a porté sur le patrimoine immobilier, une seconde étude plus spécifiquement sur les ressources humaines, et enfin une dernière sur les indicateurs de Séraphin. Je vais continuer la présentation, j'accélère un petit peu vu le temps, on est en train, à mon avis, de déborder par rapport au temps. Voilà. Pour vous dire que, en tout cas, si vous avez des questions sur ces indicateurs ou sur ces études, nous serons disponibles pour y répondre également aussi, ou soit dans la communauté de pratique, soit dans des éléments directs. N'hésitez pas à nous contacter.